autre RDC est possible avec la nouvelle énergie, une autre RDC est possible avec la nouvelle classe politique et les nouvelles idées sur la place publique. C'est votre émission Rendez-vous du soir ici sur la chaîne de la maman nationale CSS Télévision, les reflets de tout un peuple. Vous avez l'habitude dans cette émission d'écouter les hauts cadres, les hommes capables à décrypter les grandes lignes d'actualité. Mais aujourd'hui, on va vous amener dans un autre monde, mais un monde meilleur où vous allez également déguster la sagesse et l'intelligence avec mon invité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis avec monsieur Olivier Sambaye. Il est coordonnateur du cercle Axiologie Asbel. Il est là avec nous. Monsieur Olivier, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je n'ai pas massacré votre Asbel quand même. Cercle axiologique. Ah ok, axiologique. Hein, Ouais. voilà. Et je suis avec vous. Avec vous, on va tenter un peu de décrypter les grandes lignes d'actualité et aussi les sujets majeurs qui peuvent également aider notre pays à aller de l'avant. Je précise que votre structure lutte contre les antivaleurs sous toutes les formes. On va toutes les formes, donc on va en parler ici avec vous. Mais d'entrée de jeu, monsieur Olivier, qui est Olivier Sambaye? Bon, comme vous venez de le dire, Olivier Sambaye est coordonnateur du cercle axiologique ASBEL. Il est philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa au département de philosophie, faculté des lettres et sciences humaines. Je suis beaucoup de choses en même temps, mais dans ce cadre plus précis, j'aimerais que je sois présenté comme tel. Philosophe, enseignant à l'université de Kinshasa et puis coordonnateur du cercle axiologique ASBEL. Alors, quand vous parlez que vous êtes philosophe, là, vous me renvoyez à Socrate. Il était également philosophe, je me trompe? Eh bien, Socrate, figure des proues en philosophie. Je philosophe autrement en m'appuyant sur Socrate. Okay. Socrate n'a rien écrit simplement parce qu'il philosophait à l'agora. Lui, c'était un homme de débat, c'était un homme qui parlait à la place publique pour décrier les antivaleurs, luttant contre les antivaleurs, combattant les sophismes au sein de la société grecque antique. Et pour ça, il a été mal compris, mal vu par les pouvoirs politiques d'alors qui étaient gérés par les sophistes. Et puis il a été condamné à mort parce qu'il a été accusé de corrompre la jeunesse. Et pourtant, ce sont les sophistes qui corrompaient la jeunesse. Alors, face aux maux qui rongent l'humanité tout entière actuellement, la philosophie doit jouer son rôle. Beaucoup de philosophes se sont muselés. Ils utilisent les écrits, c'est ça aussi la force de la philosophie avec la dissertation philosophique. Mais je me dis, avec l'ASBEL, il ne va pas falloir que la philosophie soit muselée. La philosophie, c'est la sagesse des hautes portées. Le savoir des hautes portées, c'est l'attention continue et indéfinie vers la sagesse. Vous vous ouvrez à la philosophie, vous accédez à la sagesse. Et c'est la sagesse pure qui puisse réguler vos actions. Vous aurez l'intention à travers la philosophie, vous aurez la justesse, ce qui fait que vous aurez l'intention juste. Vous allez fournir des efforts justes pour survivre, pour subsister. Vous aurez des moyens de vie justes et vous vous mettrez dans des conditions justes, ce qui va vous accorder aussi le plus grand bonheur. Et vous serez loin des vices, loin des antivaleurs. Une société pareille, c'est possible. C'est pourquoi l'ASBEL cercle axiologique est mise en place pour essayer, non pas de lutter seulement contre les antivaleurs, mais militer aussi pour l'instauration des valeurs. Quand on lutte, on remplace par des valeurs, mais avec pour finalité d'offrir à la société des personnes vertueuses. Alors, monsieur Olivier Sambaye, coordonnateur du cercle axiologique, vous luttez, c'est vrai, contre les antivaleurs, mais j'aimerais quand même vous poser une question de curiosité. On dit que la philosophie, c'est la mère de la science. Une réalité?
Pas une réalité, mais une évidence. Et pas n'importe quelle évidence, ce qu'on dirait évidence, c'est apodictique, c'est-à-dire indubitable, on ne peut même pas remettre en cause. Parce que la philosophie a pour rôle ou finalité d'insérer la sagesse dans l'existence humaine. Étant l'amour de la sagesse, celui qui touche à la philosophie a pour devoir de partager cette sagesse-là dans son environnement, avec l'autre, avec autrui, pour que tous parvenons à une même façon de percevoir la réalité. La philosophie parle 3 langues. Ok. La philosophie parle métaphysique, parle éthique, parle logique. Et l'analyse d'un philosophe est différente d'un scientifique. Le scientifique est factuel. Mais les philosophes, c'est aussi un scientifique. Le philosophe est au-delà du scientifique. Ok. Le philosophe n'est pas un scientifique, le philosophe c'est un amoureux de la sagesse qui analyse les choses, la réalité dans sa totalité, parce que l'objet de la philosophie, comme totalité du réel, la philosophie s'intéresse à tout sauf rien. Sauf rien. On dit souvent les philosophes restent en l'air. Oui, ils sont dans les nuages. Interprétation farfelue. Ok. Il n'est pas dans les nuages, simplement parce qu'il n'est pas foncièrement scientifique pour analyser les faits. Le philosophe n'est pas factuel. Le philosophe va au-delà des faits, cherche les causes premières de tout mouvement, de tout ce qui apparaît, de toute réalité. C'est ça la tâche fondamentale de la philosophie. C'est pourquoi je place la métaphysique comme étant la première langue de la philosophie. Ce qui fait que, par exemple, pour un phénomène ou un fait social, le philosophe ne va pas interpréter les faits. Cela apparaît, tout le monde peut le faire. Lui va chercher les causes. Qu'est-ce qui fait que les choses soient ainsi plutôt qu'autrement? C'est la question que les philosophes se posent du pourquoi. Qu'est-ce qui fait que, par exemple, le Congo ne se développe pas? On dira, oh non, la politique, les politiciens ne cherchent que leurs propres intérêts. Voilà, tout le monde peut le dire. Mais l'analyse du philosophe sera tout autre. Qu'est-ce qui fait que le pays ne se développe pas? Simplement parce que nous manquons de compétences éthiques. Là, c'est l'œil du philosophe. Il se dit que nous avons toutes les compétences dans ce pays. On a des compétences extraordinaires, techniquement. Mais la dose éthique manque. Voilà la philosophie, comment elle intervient dans l'analyse de la réalité dans sa globalité. Mais du point de vue scientifique, associant la logique, la métaphysique et l'éthique, la philosophie se résume à un domaine du savoir qu'on appelle l'épistémologie. C'est l'étude critique de toutes les sciences, de toutes les recherches et découvertes scientifiques. Vous avez fait le journalisme, je pense bien, à l'université, en 3e graduat. Nous, philosophes, donnons les cours d'épistémologie. Oui. L'épistémologie des sciences de l'information et de la communication. On analyse quelle est la portée logique, quelle est la portée éthique de ces sciences qui apparaissent. Mais vous comprenez, dans ces cours-là, c'est la métaphysique dedans. On essaye de voir avec Chomsky, qu'est-ce qui a fait que Chomsky, au départ aussi influencé par la philosophie, qu'est-ce qui permet à ce qu'il puisse mettre en place un système de communication afin qu'il y ait fluidité. C'est tout ça, c'est la philosophie. Pour terminer, je dirais Adam Smith. Adam Smith est un philosophe. Il essaye de constater que les gens ont beaucoup d'envie, beaucoup d'ambition, beaucoup de besoins, mais ils ont peu de moyens. Alors, il crée l'économie. Voilà la philosophie mère des sciences. Alors, monsieur Olivier, j'ai l'impression qu'en République démocratique du Congo ou dans plusieurs pays, la philosophie ou les philosophes, vous n'avez plus la place, surtout dans les cercles gouvernementaux. On ne vous considère plus. C'est comme si votre voix, on n'écoute pas votre voix. Voilà. Bon, c'est en même temps, des fois, en même temps, la qualité d'un philosophe. Les philosophes ne s'ouvrent pas à la concupiscence. La concupiscence, dans le vocabulaire philosophique, signifie le désir acharné de chercher à tout prix à bénéficier de quelque chose. Les philosophes laissent les choses se faire. Il fait sa part, il parle, il écrit. Si vous écoutez, tant mieux. Si vous n'écoutez pas, il continue son bonhomme de chemin. C'est ça le philosophe. Il n'est pas offensif. Non. Vous ne verrez jamais un philosophe chercher à tout prix à occuper un poste ou exercer une fonction politique. Il est détaché de tout cela.
Est-ce pas un défaut parce que vous semblez avoir des solutions pour le développement de la société? Les solutions sont là. Prenons par exemple, parce que la philosophie, elle est universelle. La langue de la philosophie, elle est universelle. Vous avez des philosophes congolais, comme j'aime bien le maître Ngoma Binda. Vous avez les philosophes comme Pierre Mutunda Mwembo. Vous avez des philosophes congolais comme Ndumba, comme Onaucho. Ce sont des philosophes qui écrivent. Le prof Ngoma Binda, par exemple, a plus de 40 livres. Sa dernière publication, c'est en octobre 2021, intitulée « Pouvoir et moralité dans les affaires publiques ». Ok. Lisez ces livres-là, vous verrez des propositions d'ordre éthique qu'il propose pour changer des choses dans ces pays. Combien sont ceux qui l'ont lu? Est-ce que nos politiques l'ont lu? Non. C'est un pour Est-ce que les Congolais ont la culture d'avoir des livres? La culture de lire, oui. Si je dis non, en tout cas, je m'inscris en faux. Mais les taux d'alphabétisation, vous le savez, les chiffres les montrent, hein, n'est pas aussi trop élevé, ce qui fait que l'on n'accède pas. Mais l'Africain, en général, les Congolais étant aussi africains, est caractérisé par la culture de l'oralité. C'est la raison pour laquelle moi, ayant fait l'analyse approfondie, je comprends, non, on ne doit pas se limiter à écrire. Il faut que l'on philosophe autrement. C'était même les propositions formulées par un des philosophes congolais, Tchamalenga, d'heureuse mémoire, que son âme repose en paix. Il est décédé il y a... c'est l'année passée qu'il est décédé. Il a été chef de département de philosophie en Allemagne, reconnu mondialement, mais un Congolais. Alors, vous avez des philosophes comme Valentin Yves Mudimbe Yoka. C'est un philosophe, il est aujourd'hui aux États-Unis. Ils ont fait leur part, mais ils n'ont jamais été écoutés. Et puis voilà, ils ont décidé de vivre autrement parce qu'ils ne peuvent pas procéder aussi à la violence. Et c'est la tranquillité aussi qui caractérise les philosophes. Mais les philosophes ont un rôle important à jouer au sein de la société. Au sein de la société, le philosophe doit se comporter comme un coq. C'est la métaphore qu'on présente en philosophie. Un coq qui chante pour réveiller la société qui dort. Comment réveiller la société? Par la sensibilisation. Il peut sensibiliser les gestionnaires de la chose publique par les écrits. Les écrits sont là. Mais on constate que les écrits n'ont pas assez d'influence sur la place publique. C'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi, mis en place les cercles axiologiques afin que je fasse vivre la philosophie au travers des propositions découlant de l'iceberg pour moraliser la société. Alors, merci. Monsieur Reagan, donnez-moi la photo de Maman Denise Nyakero. J'aimerais bien avoir la photo ici derrière. C'est vrai, Monsieur Olivier Sambay, vous êtes coordonnateur du cercle axiologique ASBEL. Donc, vous luttez contre les antivaleurs et d'autres choses qui n'avantagent pas la société à aller de l'avant. Mais derrière moi ici, nous avons la photo de Maman Denise Nyakero. C'est la première dame, la maman nationale. Nous avons l'habitude de l'appeler ainsi. Mais elle a un programme excellentiel. Quand les enfants terminent, ils ont leur diplôme. Elle prend ses enfants pour les envoyer dans plusieurs pays, une manière d'aller ajouter un plus. Pensez-vous qu'il y a une orientation plus meilleure que vous, les philosophes, vous pouvez donner? Est-ce la connaissance des autres pays, d'autres pays plutôt, est importante pour nous présentement? Bourse pour aller étudier à l'étranger, c'est pas aussi mauvais. L'ancien président Mobutu l'avait fait. Université Lovanium à l'époque, beaucoup d'étudiants ont bénéficié de la bourse, sont allés. Beaucoup de bénéficiaires de ces bourses-là sont encore en vie. La plupart sont encore professeurs d'université. Pour la plupart, je connais beaucoup, d'ailleurs, la plupart de mes maîtres ont bénéficié de ces bourses-là que le gouvernement mettait en place. L'échange intellectuel est extrêmement important. Nous n'avons pas nous calfeutrer dans notre mode de vie, dans notre perception, considérant cela comme étant la meilleure. Il va falloir qu'on s'ouvre aussi aux autres. C'est ça aussi le développement. Pour se développer, il ne faut pas seulement chercher à rester, à se calfeutrer sur ce qu'on considère comme étant vérité absolue. Parce que c'est que avec le programme Excellencia, je peux me représenter cela par un concept, par
par un mythe philosophique qu'on appelle la caverne. Nous sommes chez Platon. Ok. On sait l'heure. Parce qu'on s'appuie seulement sur les faits, sur ce qu'on a devant soi, on considère cela comme étant vérité absolue, comme étant la meilleure chose possible du monde qui puisse exister. Or, lorsque vous réalisez ce qu'on appelle l'ascension dialectique, en atteignant les idées dans leur pureté, vous pouvez avoir de la lumière pour descendre afin de vous désillusionner. Là, c'est ce que Platon présente dans son allégorie de la caverne. Mais avec ce genre de bourse, ce que Mobutu aussi avait fait, permet à ce que l'on sorte de ce qu'on considère comme étant vérité absolue, voir ce qui se passe chez l'autre, chez autrui, afin que l'on puise ce qui se passe chez autrui, qu'on tire des meilleurs, et qu'on revienne avec ce qu'on puise de l'autre côté comme étant meilleur, afin de développer la société. Est-ce que cela ne prouve pas que notre système éducatif est défaillant sur ces Donner la bourse ne signifie pas que le système éducatif est défaillant. Les bourses existent partout. Ce n'est pas que notre système éducatif est défaillant. Quand on attribue la bourse, par exemple, les bourses se donnent. Il y a des bourses qu'on appelle les postdoctorales. Vous êtes docteur, mais vous avez la bourse, par exemple, en Allemagne, il y a une institution qui donne des bourses aux docteurs. Vous êtes déjà docteur, mais on vous donne la bourse pour aller effectuer des études postdoctorales. Beaucoup à l'université de Kinshasa en ont bénéficié et ils continuent à en bénéficier. Donner la bourse n'est pas synonyme de réduire notre système éducatif. Moi qui vous parle, je suis le fruit du système éducatif congolais. Okay. Lorsque je prends part aux conférences internationales, mais il n'y a rien qui peut m'impressionner. Parce que l'université, on devrait peut-être changer la façon de dispenser les enseignements à l'université, qu'on adopte la manière d'enseigner en philosophie. En philosophie En philosophie, le système éducatif, c'est qu'on suit l'apprenant ou l'étudiant à la loupe. On essaye de comprendre exactement s'il a maîtrisé la matière. On ne peut pas ne pas venir parler, enseigner et puis on passe. Il faut qu'on s'assure exactement que vous avez compris. Alors, la méthode en ce moment-là, quelle est la méthode en philosophie? La docimologie philosophique. Cela consiste à vous mettre en contact avec les textes, à vous mettre en contact avec des philosophies, à vous mettre en contact avec des esprits scientifiques. On vous initie aux esprits scientifiques. Comment ça? On met les écrits à votre disposition. On vous envoie à la bibliothèque. On vous incite à lire. On vous incite à transformer votre être intérieur à travers la lecture. Mais vous verrez que beaucoup d'étudiants, il peut être licencié, mais il n'a jamais lu un livre de 300 pages. Peut-être. Il n'a jamais lu un livre. Peut-être, M. Olivier Sambaï, peut-être c'est parce que nous, les Congolais, notre système forme plus des généralistes au lieu de former les spécialistes. Ailleurs, il y a plus de spécialisation. Est-ce que c'est là, c'est pas aussi un problème? Notre société a besoin de gens qui maîtrisent les choses dans un secteur bien donné, parce que le besoin sont énormes. Au lieu d'avoir des généralistes, vous ne pensez pas que... Bon, nous n'avons pas seulement les généralistes. La majorité. Hein. Nous n'avons pas de généralistes. Nos universités pondent chaque jour ici de généralistes. Nous n'avons pas seulement de généralistes. Mon ASBEL lutte contre les antivaleurs sous toutes ses formes et milite pour l'instauration des valeurs en vue d'offrir à la société des personnes vertueuses. Quelles sont les stratégies de l'ASBEL? Okay. Vous voyez, par exemple, les projets Excellencia, c'est en aval. Okay. Moi, je travaille et je vais travailler déjà, je lance ce programme-là à partir de janvier, en amont. C'est-à-dire, il est encore étudiant avant de terminer ses études, avant qu'il accède à la bourse. Comment il étudie? Comment il se comporte? Comment il fait pour acquérir la connaissance? Okay. Ça, c'est en amont. Et la stratégie de l'ASBEL axiologique est laquelle? Nous allons implanter le cercle axiologique dans toutes les universités. Parce que pour lutter contre les antivaleurs, moi, je pense que je vais toucher seulement l'élite. L'élite a de l'influence sur la population en général. La science a de la prévalence sur la doxa. On implante le cercle dans toutes les universités congolaises. Les étudiants qui prennent part, qui adhèrent à l'ASBEL, ils bénéficieront
des formations. Des formations sur l'entrepreneuriat, des formations sur le leadership et des formations d'un programme que je veux mettre en place. Éthique et responsabilité. De telle sorte que l'étudiant sort de l'université transformé aussi du point de vue éthique. Toutes les formations seront diplômantes, mais ce sont des formations à dispenser gratuitement. Okay. On ne va pas demander à un étudiant de payer pour apprendre l'entrepreneuriat, pour apprendre la responsabilité éthique. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Tous ces étudiants-là, parce qu'ils ne prendront part aux conférences organisées, aux ateliers de formation organisés par l'ASBEL, l'ASBEL devait travailler de telle sorte qu'ils puissent trouver des abonnements dans des bibliothèques à tous ces étudiants. Vous avez des abonnements dans des bibliothèques, chacun dans son domaine. Et je connais toutes les bibliothèques. Il y a une bibliothèque richissime à Kimbantseke. Beaucoup ignorent ça. Moi, j'ai fréquenté cette bibliothèque pendant 4 ans. Et j'y restais de 8h parfois jusqu'à 18h. Richissime avec des éditions récentes. Les Sœurs des Pauvres de Bergane. Beaucoup ne le savent pas, ne connaissent pas cette bibliothèque-là à Kimbantseke, à Kingasani Yasuka. Vous voyez, j'ai la liste de toutes les bibliothèques, chacun dans son domaine. Alors, beaucoup d'étudiants, je ne prends pas l'abonnement. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de moyens. Mais nous allons travailler de telle sorte que tous ces étudiants-là qui vont adhérer à l'ASBEL prennent l'abonnement dans des bibliothèques, soient studieux. Quand on dit étudiant, c'est ça qu'ils écrivent comme profession. Ce sont des professionnels des études. Un étudiant, c'est un professionnel des études. Donc, son travail de chaque jour, c'est étudier. Et pour bien étudier, il faut être en contact avec des livres dans la bibliothèque, avec des livres parfois aussi numériques. Alors, Monsieur Olivier Sombaï, coordonnateur du cercle axiologique, c'est vrai, je précise que vous luttez contre les antivaleurs. Restons d'abord à cela. Monsieur Rigen, donnez-moi d'abord la photo ici derrière des hommes en touche, parce que pour lutter contre les antivaleurs, il faut que la justice aussi puisse ajouter un plus, puisse contribuer. Alors, Monsieur Olivier, on dit la justice élève une nation. Vous ne pouvez pas lutter contre les antivaleurs sans qu'il y ait l'apport de la justice. Quelle est votre d'abord analyse par rapport à notre justice? Je m'appuie au discours du chef de l'État, le tout dernier. Okay. Il a fait une analyse en disant qu'il y a des efforts à fournir pour rendre l'appareil judiciaire du Congo beaucoup plus équitable. Okay. C'est les mots que le chef de l'État a utilisés et c'est les mots qu'il faut. Pour que la société soit juste et prospère, il faudra que les philosophes soient rois ou que les rois soient philosophes. Okay. Cela veut dire des idées claires et distinctes doivent gouverner la société. Et les dépositaires des idées claires et distinctes, c'est le philosophe. Vous êtes aux affaires publiques, soyez entourés de personnes capables de produire des idées claires et distinctes. Et je reviendrai encore sur ça. Vous avez le chef de l'État, avant ses discours l'année passée, il s'est plaint du manque de coordination par ses collaborateurs, des programmes. On a tous suivi. Il y a 14 ans passés, le chef de l'État, Joseph Kabila, s'était plaint du fait qu'il n'avait pas de bonnes personnes, 15 bonnes personnes pour développer le pays. On l'a suivi janvier 2018 et il s'est plaint, 18 ans durant au pouvoir, il n'a pas transformé l'homme congolais. L'homme congolais restait zaïrois. Qui pouvait aider l'ancien chef de l'État a développé le pays. Mais autour de lui, il y avait des personnes scientifiquement armées jusqu'aux dents. Ouais, des professeurs. Des anges humanisés scientifiquement. Mais qu'est-ce qui manquait? C'était des valeurs éthiques qui manquaient dans l'agir. Et les valeurs éthiques, les valeurs éthiques conduisent aux valeurs républicaines où il y a le patriotisme et le nationalisme. Lorsque vous avez ça, ce sont des valeurs politiques qu'il faut pour développer le pays. Alors, le cercle va travailler dans le sens de faire en sorte que les gens développent cela. Parlant de la justice, et revenons sur ça, quand il dit qu'il faut que la justice soit équitable, il y a un philosophe américain, John Rawls, a écrit un livre, début de la moitié du deuxième moitié du XXe siècle, justice comme équité. La justice élève une nation, mais qu'est-ce qu'on constate dans notre pays? Nous constatons qu'il y a une autre antivaleur dans l'appareil judiciaire, c'est l'impunité. C'est une antivaleur lorsque nous parlons de la justice. Les valeurs sont là, mais l'antivaleur en justice, c'est l'impunité. L'ASBEL va faire un plaidoyer pour une république des juges
contre l'impunité. Je connais, moi, personnellement, des magistrats assis qui ont une probité morale très élevée, capables de refuser même 4 parcelles à ma campagne pour rendre justice. Moi, je connais ces magistrats. Vous êtes sûr, hein? Je suis sûr, je sais de quoi je parle. Par respect, je ne peux jamais passer à la télé pour citer les noms des gens. Mais je les connais. Je vous dis, incapables de verser dans une antivaleur. Ils sont là, ils sont procureurs. Mais ne sont pas assez. Ils sont magistrats. Ne sont pas assez beaucoup parce que exactement, c'est pour laquelle l'état de droit actuel est en train de boiter, marcher avec des béquilles parce qu'on a passé ces hommes. Le chef de l'État l'a dit ouvertement, c'est pourquoi il y a un programme de 5000 magistrats. Il a dit dans son discours, programme 2023-2024, 2023 il y a d'abord 2500, 2024 encore 2500 pour renforcer afin de lutter contre les antivaleurs. Comment lutter contre les antivaleurs dans les secteurs de la justice? Ça doit passer d'abord par la sensibilisation. Les bâtonniers dans chaque barreau doivent sensibiliser les avocats. Les bâtonniers doivent être d'abord la personne qui va dégager l'odeur de la bonne moralité. Parce que tous les avocats se réfèrent à lui. C'est comme un père. Mais je vous dis, et la psychologie sociale, c'est celle-là. Vous qui êtes à la gestion de la chose publique, la population vous regarde. Vous dégagez quelle image pour que la population vous suive? Vous êtes responsable au sein de la société, vous êtes père de famille, père de la nation. Comment vous vous comportez? La population va s'identifier en vous. Les avocats sont identifiés aux bâtonniers. Les magistrats sont identifiés aux procureurs. Comment ils se comportent? Alors, il faudra qu'il y ait des séances de renforcement des capacités éthiques. Renforcement des capacités éthiques qui puissent permettre à ce que les magistrats sortent des appétits inassouvissable, d'avoir des maximums de recherches et de mesurer en ce moment-là, ce qui permet à ce que l'on verse à la corruption et au détournement. Monsieur Olivier Sambaye, j'étais avec un magistrat, il m'a dit Delphin, il ne faut pas trop nous attaquer parce que il y a aussi un problème. Je comprends pourquoi dans notre milieu les choses ne marchent pas, c'est parce que on ne valorise pas les hommes de la justice. Il y a un salaire très médiocre, maigre. Alors ça aussi c'est un problème si l'État ne met pas de moyens dans ce secteur. Le cercle a organisé une conférence sur la lutte contre la corruption. C'était le samedi dernier à la salle de conférence Notre-Dame de Fatima, ici à Kinshasa, Gombe. Alors, attendez. Vous savez, la corruption, on va y revenir. La corruption doit avoir une prescription. Prescription comme infraction. Alors, attendez. J'aimerais qu'on prenne d'abord la vidéo. Comme ça, quand on va rentrer, vous allez commenter parce que vous en parlez déjà, Monsieur Rigen. Donnez-moi la première vidéo parce que le cercle axiologique ASBEL a également organisé cette conférence. On écoute, comme ça on revient pour essayer un peu de placer un mot. En marge de la journée internationale de la lutte contre la corruption, l'inspection générale des finances a dépêché l'un de ses commandos pour prendre part à une conférence de débat organisée le week-end dernier par l'ASBEL Cercle Axiologique. Cette matinée d'échange scientifique avait pour but de conscientiser la jeunesse, les gestionnaires des entreprises publiques ainsi que la population sur les maux qui freinent le développement du pays. Associée à cette activité, la délégation de l'inspection générale des finances a été conduite par Gabriel Kabanangui, inspecteur général des finances, chef de brigade des entreprises publiques, représentant du chef de service Jules Alinguete empêché, a mis en exergue les actifs de l'inspection générale des finances tout en félicitant l'engagement du chef de l'État dans cette lutte contre la corruption. Il n'y a pas une seule structure qui peut mener cette lutte seule. Ok? Donc les textes créant chaque structure déterminent ses compétences. Et nous pensons que ces structures doivent travailler en synergie
pour atteindre les objectifs. Pour les coordonnateurs du cercle axiologique, Olivier Sambaye, il y a des efforts qui sont fournis par l'Inspection générale des finances et les autres structures qui militent dans le même sens. Il y a quelques efforts qui sont en train d'être fournis pour révéler la société au travers de l'IGF, au travers de la PLC, et cela c'est fait par la vision du chef de l'État. Et moi, qu'est-ce que je peux faire avec mon ASBEL? C'est d'accompagner. C'est la raison pour laquelle la stratégie, en tant qu'ASBEL, qui lutte contre les antivaleurs, qui milite pour l'instauration des valeurs, a envie d'offrir à la société des personnes vertueuses. Et nous allons procéder par une série de conférences pour sensibiliser davantage. Et conférences par nous-mêmes, ça n'aura pas un écho très positif. Il va falloir qu'il y ait des intervenants dans la gestion de la chose publique qui sont avisés, qui sont transformés déjà eux-mêmes, et leur discours vont faire en sorte que ceux qui vont suivre sont s'y transformer. Cette activité a réuni autour d'une table l'Inspection générale des finances, la PLC et les scientifiques. Tous ensemble, ils ont cogité sur les mécanismes à mettre en place pour lutter efficacement contre la corruption en République démocratique du Congo. Nous avons pensé que... Voilà, merci pour cette image. C'était l'activité organisée par le cercle axiologique ASBEL. Le coordonnateur, vous êtes là, on a suivi. Pensez-vous que de telles activités, c'est vraiment utile présentement en RDC? Vous pensez que ça peut apporter un plus? Ça va apporter un plus. Je reviens, 15 bonnes personnes pour développer ce pays. Moi, dans ma liste, j'ai 100 personnes. 100 personnes vertueuses, incapables de verser dans la corruption. Vous pensez que Kabila n'avait pas suffisamment d'informations pour dire qu'il n'a pas pu trouver 15 meilleurs? Il n'a pas pu trouver 15 bonnes personnes pour développer... l'aider à développer la RDC. À développer la RDC. Vous savez c'est quoi? Vous identifiez la personne par rapport à ce qu'il a comme, bon, je peux dire, compétences techniques. Lorsqu'on cherche seulement des compétences techniques, on ne saura pas avoir des personnes capables de vous rendre un très bon service. Okay. Vous accédez aujourd'hui à un poste de responsabilité très élevé. Si vous n'avez que des personnes autour de vous qui ont des compétences techniques, vous n'allez pas peut-être atteindre vos objectifs. Dans ce sens que ils seront techniquement très compétents, mais lorsqu'il s'agira de se retrouver face à l'argent, ils vont verser dans la corruption, dans la concussion. Ils vont verser dans le clientélisme, dans le népotisme. Ce sont des antivaleurs. Alors, si vous avez des compétences techniques, on ajoute à ces compétences-là des compétences éthiques, ça permet en sorte que les actions soient très efficaces. Moi, au sein de l'ASBEL, nous travaillons dans le sens d'offrir à la société beaucoup de personnes vertueuses. On moralise vraiment la société. J'ai ciblé l'élite parce que l'élite a de l'influence sur toute la population. L'élite, vous avez par exemple des hauts cadres des partis politiques. Avec les séries de formations que nous allons commencer déjà à partir du mois de janvier, le module que je vais mettre en place, éthique et responsabilité, il n'y a que de la philosophie morale là-dedans. C'est de la philosophie morale. Mais est-ce que dans nos universités, on apprend aux gens la philosophie morale? Moi, j'enseigne les cours d'éducation à la citoyenneté. Mais est-ce que ces cours-là, comme enseignés dans toutes les facultés, c'est la manière dont c'est conçu et dispensé par un philosophe? C'est la raison pour laquelle moi, je vais donner les cours de philosophie morale au sein de mon ASBEL. Ce sont des formations. Formation sur éthique et responsabilité, renforcer les capacités d'agir de l'homme au travers de l'éthique et de la morale. Parlons des antivaleurs. Nous nous sommes réunis à Fatima à l'occasion de la journée internationale de lutte contre la corruption. C'est une journée, vous le savez bien. Donnez-moi la photo de M. Jules Alimiti. Vous le savez bien, c'est une journée proclamée par les Nations Unies pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser les pays ayant ratifié les traités des Nations Unies pour lutter contre la corruption. Et nous, étant aussi membres,
on ne pouvait pas laisser passer cette journée. Moi, j'ai pensé organiser une conférence pour sensibiliser. Ok. Sensibiliser. Question peut-être de demander à tous ceux qui ont pris part à cette conférence. Ils sont sortis comment de cette conférence? Tout le monde s'est remis en cause dans cette conférence. C'est le genre de conférence que Mona SML organise. Vous venez, vous sortez transformé et vous vous remettez en cause lors de la conférence. J'ai pensé faire intervenir des services de la première institution du pays. C'est l'IGF, c'est la PLC. Ils sont intervenus pour nous présenter des mécanismes qu'ils ont mis en place pour lutter contre les détournements et la corruption. Moi, je n'ai pas seulement parlé de la corruption. Le thème de la conférence était détournement et corruption. Mon ASBL les considère comme étant les deux principales antivaleurs qui retardent le développement de ces pays. Parce que pour développer les pays, on a besoin des moyens économiques. On a besoin des moyens financiers. Mais dès lors qu'il y a des millions, des milliards qui volent en éclats, mais en ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les pays ne sauront pas se développer, on n'aura pas de moyens d'action. Pour construire les routes, il faut l'argent. Vous le savez bien, 1 kilomètre coûte combien? 1 million de dollars. Vous avez des écoles qu'il faut construire, ça demande des millions, des milliards de dollars. Lorsqu'on verse de la corruption, on s'ouvre au détournement. On ne saura jamais se développer. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas seulement la conférence, ça va suivre. Nous allons multiplier des conférences pour sensibiliser la population. L'IGF, je salue le travail de M. Jules Alinguette et je l'admire beaucoup parce que... On dit maintenant qu'il est essoufflé, hein, il est essoufflé, la justice ne l'aide pas, il fait des révélations, il amène des dossiers, mais les gens qu'il présente devant la justice, ils sont souvent... ils obtiennent souvent la liberté provisoire. Est-ce que vous connaissez la devise de M. Jules Alinguette, l'inspecteur général des finances à l'IGF? Sa devise, c'est l'intégrité ne se négocie pas à l'IGF. Ok. L'intégrité ne se négocie pas à l'IGF. Mon ASBL travaille pour offrir à la société des personnes vertueuses. La vertu, c'est quoi? C'est la disposition constante à toujours bien agir. N'importe quel domaine, agissez bien. Respectez les instructions, n'allez pas en dehors. L'intégrité ne se négocie pas. On ne peut pas vous trouver dans la corruption. On ne pouvait pas vous sentir en vous l'odeur du détournement, des vices. Mais les inspecteurs de l'IGF, si on faisait la transposition des valeurs qu'il y a au sein de l'IGF dans toute l'administration publique, c'est fini. Ce pays se développe. Vous pensez déjà que l'IGF c'est un modèle, M. Jules Alinguette, il suit la logique du chef de l'État? Il suit la logique du chef de l'État. Il est excessivement, je souligne les mots, rigoureux. Excessivement rigoureux. À la conférence, l'un de ses commandos, je salue en passant l'inspecteur Gabriel Kabanangi, chef de brigade, il nous a dit que l'IGF fait un système de contrôle a priori dans des régies financières et dans des entreprises publiques. Vous avez un inspecteur qui contrôle les opérations financières. Toutes les opérations financières enregistrées au sein de la régie, au sein de l'entreprise publique. En amont comme en aval, sorti toute la journée et à la fin de la journée, il y a un rapport qui est fourni. Cela ne se faisait pas auparavant. Et voilà, avec le travail qu'il est en train de réaliser, nous passons de 4 milliards à 15 milliards. Lui... Il n'y a pas que lui, il y a aussi la Cour des comptes, il y a les parlements aussi qui travaillent, il ne faut pas lui attribuer tout quand même. Je n'attribue pas tout à ce qu'il dit, mais ce qu'il fait est extrêmement important parce qu'il y a 4 ans, n'allons pas loin, il y a 4 ans, 2019, beaucoup ne connaissaient pas, 2018, qui connaissait IGF? Est-ce qu'on en parlait d'ailleurs? C'était seulement les avisés, les avertis qui connaissaient qu'il y avait une inspection générale des finances. Comment avec lui, vous voyez aussi un modèle de leadership. Donc il incarne aussi la vision du chef de l'État qui lutte, qui parle aussi de la corruption qu'il est en train de pourfendre. Il en a parlé aussi dans son discours, lutte contre la corruption. Alors lui, il a incité tous les inspecteurs à être vertueux, à être intègres. Et les inspecteurs de l'IGF le sont. Monsieur Olivier Sambaye, je précise que vous êtes coordonnateur du cercle axiologique. Vous luttez également contre la corruption et les antivaleurs. Mais parce que vous parlez de Jules Alinguette, qui est l'inspecteur général de finances, on dit, il fait souvent de révélations folkloriques.
il est dans des révélations cosmétiques. Est-ce vrai? Non, ce n'est pas ça. Il n'y a pas seulement IGF qui travaille pour lutter contre la corruption. Parmi les services qu'il y a au sein du pays, il y a aussi la PLC, qui réalise aussi un travail énorme, excessivement. En tout cas, c'est très important. Mais c'est moins connu. Hein, c'est normal, ça fait que 2 ans. C'est moins connu. Le début déjà de la PLC. Ça fait. Il y avait un faux départ avec celui qu'on avait nommé, qui est également trompé plutôt dans les antivaleurs. Hein. Voilà pourquoi peut-être la PLC n'a pas pris l'ascension. On appelle le président de la République magistrat suprême. Vous déroutez. Il vous met des côtés. Comment on arrive à faire ces castings? Il cherche. Comment on arrive à faire ces castings pour trouver les bonnes personnes? Je l'ai dit tantôt. On s'appuie sur des compétences techniques. Comment découvrir les compétences éthiques? C'est par des actes. Okay. C'est là qu'on découvre les compétences éthiques. Les compétences techniques, là, on peut voir, il est diplômé, il a fait ceci, il a monté ceci, il a monté cela. Les actes, c'est là où on découvre les compétences éthiques. On vous met là-bas, vous posez des actes qui ne correspondent pas, on vous met de côté. Et l'actuel, sûrement, il fait bien son travail et puis on n'entend pas des histoires au sein de la PLC. Et le président de la République a dit qu'il y aura un task force de lutte contre la corruption entre IGF, Sénaref et APLC. Ils vont travailler pour contrôler les entreprises publiques et les institutions. L'ASBEL Cercle Axiologique va aussi sensibiliser sur la lutte contre la corruption, ne va pas accéder aux entreprises publiques, va travailler en collaboration avec les task force qui sera mise en place, de telle sorte qu'on sensibilise ensemble. Parce que moi, en tant que société civile, en tant qu'ASBEL, je vais descendre dans des universités pour, je vous l'ai dit tantôt, sensibiliser aussi sur les valeurs, lutte contre les antivaleurs et militer pour l'instauration des valeurs afin d'avoir des personnes vertueuses. Lutte contre les antivaleurs. Alors, je vais vous soumettre à un exercice parce que vous êtes philosophe. Vous voulez que la société ait des hommes capables, des hommes des valeurs. Donc, en quelque sorte, vous avez besoin d'un capital humain capable à relever les défis de la RDC. C'est ça, en quelque sorte. Exactement. Alors, M. Reagan, donnez-moi la photo de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo, ici derrière. M. Olivier Essombaï, qui est ici, il est coordonnateur du cercle axiologique. Quand vous regardez l'âme qui est derrière nous, ici, avant, les dossiers Bukangalonzo, c'était un modèle pour plusieurs. Il y avait même, chaque samedi, il y avait les élèves qui allaient à la primature pour aller visiter autre. C'était un modèle, un homme rigoureux, un homme intelligent. Et quand vous les regardez aujourd'hui avec ce qui se passe dans les dossiers Bukangalonzo, IGF et autres, parce que vous luttez contre les antivaleurs, hein, quelle est votre analyse de l'homme? L'analyse de l'homme. Faudra-t-il le juger par les réalisations? J'ai été à Kindu en 2018. J'ai été encore en Kindu en 2014. J'ai trouvé des choses différentes. 2018, quand je suis passé à Kindu, la dernière fois, j'étais époustouflé, émerveillé de voir la métamorphose de la ville. Et qui l'a fait, c'est M. Augustin Matata Ponyo. Avant de construire Mapan, Fondation Mapan, une très grande concession, l'université comme Oxford, l'université Mapan, il a d'abord réhabilité l'université du Maniema avant de construire l'université Mapan. Quand on parle de la bonne gouvernance, il est compté parmi, vous savez, beaucoup de prix qu'il a reçus sur la bonne gouvernance. Ce que je veux retenir de l'ancien Premier ministre, c'est sa rigueur. Okay. Un homme excessivement rigoureux. Et lorsque vous êtes dans la gestion de la chose publique, vous devez être rigoureux. Mais au-delà de la rigueur, il va falloir que vous soyez aussi rempli des valeurs républicaines qu'on appelle patriotisme et nationalisme.
Il a travaillé pendant 4 ans, il a réalisé beaucoup de choses, il a laissé quand même beaucoup de choses. Mais quand on parle des dossiers Boukangalonzo, je laisserai la place à l'IGF, à la PLC, mais aussi à la justice. Parce que revenons sur la justice, quand on parlait de l'impunité, l'IGF fait son travail, mais l'IGF n'a pas les moyens de coercition. La PLC, l'IGF n'est pas parquet, n'est pas cour, n'est pas une cour, n'est pas un tribunal. Ils font leur travail de contrôle. Dès lors qu'ils constatent, ils traduisent ou en justice. C'est à la justice de faire son travail. Mais quand on constate à la justice, on constate quoi? On constate une certaine impunité. On constate les immunités. On constate l'amnistie. Quelqu'un est arrêté et puis quelque temps il est libéré. Ça fragilise même les actions de l'IGF, de la PLC, même CNRF. Il est impérieux que la justice puisse rendre des jugements beaucoup plus justes, beaucoup plus équitables. Et nous, au sein de notre SBL, on va sensibiliser. On va faire un plaidoyer. En tout cas, un plaidoyer, la stratégie, je ne saurais pas la dévoiler, mais à partir de l'année prochaine, plaidoyer pour une république de juges contre l'impunité. Donc, quand Matatapo nous disait que nous avons une justice instrumentalisée, donc on peut lui donner raison. Instrumentalisée, je me réserverai de donner une réponse positive ou une réponse affirmative, parce que chacun est libre de mettre un jugement, de faire une analyse suivant la position dans laquelle il se trouve. Alors, Monsieur Arriguen, donnez-moi la deuxième photo de Monsieur Vital Kamer, s'il vous plaît. J'aimerais avoir cette photo ici derrière. Je précise que la personne qui est ici s'appelle Monsieur Olivier Sombaï. Il est coordonnateur du cercle axiologique ASBL. Voilà. Monsieur Olivier, l'homme qui est derrière vous, on l'appelle pacificateur. Il a travaillé, mais il a été cité dans un dossier une fois de plus, seul. Il était directeur du cabinet du chef de l'État. Votre analyse sur l'homme? Bon, les dossiers 100 jours avec Vital Kamer, c'était une démonstration noir sur blanc qu'on débouchait sur un état de droit. On n'a jamais vu ça, 60 ans depuis qu'on est indépendant, que le DIRCAD du chef de l'État derrière les barreaux. On n'a jamais vu. Alors, les dossiers alimentés par les services de l'État, et c'était en justice, ça arrive jusqu'à la fin, il y a eu même condamnation. Et après la condamnation, cour d'appel qui a analysé les dossiers au second degré, et puis il a été totalement acquitté. Dans la société, apparemment, il n'est plus consommable. Parce que vous luttez contre les antivaleurs. Il a été totalement acquitté. Il va falloir que la justice nous explique. Les tribunaux condamnent. On part en appel, on remet en cause la forme. Les tribunaux n'avaient-ils pas révélé ou relevé les problèmes de la forme pour qu'en appel, on révèle les problèmes de la forme afin que l'on requalifie la condamnation au premier degré par les tribunaux. En tout cas, la justice pourrait nous permettre de comprendre. Parce que la justice, vous avez la forme et le fond. Une fois que la forme est biaisée, c'est tout. On clôt les dossiers, même s'il y a des preuves tangibles démontrant l'infraction. C'est ça aussi les paradoxes qu'il y a au sein de la justice. La justice devrait vraiment nous expliquer ce qu'il faut pour que l'on comprenne exactement ce qui se passe au niveau de la forme et du fond. L'affaire est allée jusqu'au dernier degré, au tribunal, condamnation, on va en appel et puis on annule tout ce qui a été présenté au premier degré. La justice devait nous permettre de bien comprendre cela et avec cette affaire, ça pourrait permettre à ce qu'on requalifie notre confiance envers la justice. Parce qu'on se dira, entre le tribunal, entre cours d'appel, qu'est-ce qui se passe? Donc, on peut me condamner aujourd'hui,
et que je me présente, j'aille en appel. Et là, si je négocie bien, je pourrais obtenir la liberté. C'est là, en tout cas, c'est la question que l'on se pose par rapport à notre appareil judiciaire. C'est pourquoi nous, notre plaidoyer serait que les affaires, à partir même du premier degré, que ça soit analysé de façon approfondie pour qu'on puisse prononcer des bonnes sentences qui ne vont pas subir des revirements comme l'a été le dossier 100 jours où tous les condamnés ont été acquittés. Voilà, alors nous chutons déjà avec vous. On prend la dernière photo, Monsieur Reagan. Donnez-moi la photo du général Kassongo, le patron de la ville de Kinshasa. Donnez-moi la photo ici derrière. Vous êtes en train de nous suivre sur la chaîne de la Maman Nationale. Alors, si j'ai demandé la photo du général Silvano Kassongo, l'homme assure la sécurité de la population ici à Kinshasa parce qu'il gère la police ici. Il y a ceux qui pensent que l'homme est essoufflé par rapport à une situation de Kuluna ici à Kinshasa. Ce que ces enfants font, c'est aussi les antivaleurs. Quoi faire par rapport à cela? Est-ce que l'homme n'a pas le moyen pour accompagner sa politique ou nous devons accepter la situation de la manière qu'elle se présente? Nous ne devons pas accepter la situation de la manière telle que ça se présente. L'homme n'est pas essoufflé. Le général Silvano Kassongo, il n'est pas essoufflé. Mais est-il que quand on occupe un poste de responsabilité à ce niveau, il va falloir qu'on soit entouré de fins stratèges. Ok. C'est la stratégie. La stratégie, c'est quoi? La stratégie, ce sont des idées, je reviens sur les mots clairs et distincts, qui permet de faire une analyse approfondie des faits tels qu'ils se présentent. Qui entoure le général? Qui entoure le général? Qui sont ses conseillers? Parce qu'on verra le général, mais le général a tout un bureau. Ok. Il a tout un bureau. Nous avons une antivaleur. Les Kuluna, bon, ce sont les mots. C'est quoi l'antivaleur qu'il y a dans les chefs des Kuluna? Ok. C'est la méchanceté, c'est la barbarie, c'est la brutalité. C'est ça les antivaleurs qu'il y a au sein des Kuluna. Comment faire en sorte que l'homme sorte de la méchanceté, de la barbarie? Et qu'est-ce qui provoque la méchanceté et la barbarie? Un seul mot, c'est l'oisiveté dans ces jeunes-là. S'ils sont occupés, je pense qu'on sortira de ces niveaux et le général devait vraiment travailler en collaboration avec le gouverneur de la ville pour occuper ces jeunes dans des formations, les occuper pour qu'on puisse gagner les paris de lutte contre le Kuluna. Merci. Avant que je vous donne 30 secondes pour le mot de la fin, j'aimerais quand même préciser quelque chose, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire dans ces secteurs avec les Kuluna. Il y a Kanyamaka Sisi, on amène des Kuluna là-bas, on essaie un peu de les aider. Et ils sont devenus aujourd'hui des bâtisseurs, ils sont en train de produire des maïs, faire des bancs et autres. J'espère avec M. Kassongo Kabwik, c'est déjà bon, sous l'impulsion du chef de l'État. Alors, M. Olivier Sombaï, coordonnateur du cercle axiologique, le mot de la fin, la recommandation, si le chef de l'État est en train de vous suivre, le Premier ministre récemment, le chef du gouvernement, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter l'hémorragie en RDC, pour lutter contre les antivaleurs? Bon, merci pour cette opportunité. Il est impérieux que l'on fasse une alliance entre les pouvoirs politiques et les savoirs scientifiques. Et cette alliance, c'est un impératif. Le pouvoir politique devrait associer les scientifiques dans la gestion de la chose publique. Je parle d'un triangle où il y a technosciences, philosophie et politique. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Le chef de l'État, là, c'est une recommandation qui découle du cercle axiologique et de moi-même en tant que philosophe aussi. Il faut créer une cellule dénommée développement stratégique.
que la logique prospective, je souligne les mots, la logique prospective doit être à la tête de la gestion de la chose publique. On navigue à vue. Nous n'avons pas un programme bien défini de développement de ces pays pour 10 ans. Jusqu'en 2027, on a quel rêve pour ce Congo? En Koko Samba et Matata, ils ont parlé de Congo émergent en 2030. Oui, mais on fait quoi? Ça, c'est notre débat. Qu'est-ce qu'on fait? C'est la logique prospective. Je termine rapidement, accordez-moi 10 secondes. 5 secondes. Vous avez la logique prospective qui permet en sorte qu'au sein de chaque ministère, que nous ayons une cellule dénommée développement stratégique, qui sera coordonnée par 2 personnes. Et ces 2 personnes ne peuvent être que des philosophes. Si vous ne trouvez pas des philosophes, identifiez des personnes à probité intellectuelle et morale très élevée, qui vont évaluer tous les projets au sein de ministères, afin que l'on s'inscrive dans une durée et non naviguer à vue. Merci. Cela pourrait permettre à ce que l'on sorte de cette situation de précarité. Merci. Il reste encore autant de questions très questionnantes, mais nous allons vous chercher encore pour essayer un peu de décrypter les grandes lignes et les sujets majeurs qui peuvent également aider notre pays à aller de l'avant. Merci. Je précise que M. Olivier Sombaï, il est coordonnateur du cercle axiologique. Vous luttez contre les antivaleurs, contre des choses qui ne permettent pas que la nation puisse se développer, aller de l'avant. On a à décrypter avec vous les sujets importants, mais nous allons encore vous inviter prochainement. Alors, merci à vous, fidèles téléspectateurs. Vous étiez très nombreux à nous suivre ici sur CES Télévision, la chaîne de la Maman Nationale. Suivez la rediffusion à minuit. La réalisation régie finale à M. Rigan qui était là. Restez fidèles à le programme. Au revoir.